Les analyses présentées aux Français sont formelles. La dette publique française atteint des niveaux catastrophiques. Dépassant les 3300 milliards, elle est au cœur des débats, au Parlement comme dans la société. Le sociologue Benjamin Lemoine vient néanmoins nuancer ses certitudes pour montrer que d'autres chemins sont possibles dans la mesure où ce fameux problème de la dette est avant tout une construction historique et politique induite par la financiarisation. Bonjour Benjamin Lemoine, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter ? Je suis sociologue, je travaille au CNRS en sociologie politique et mes premiers objets d'études portaient sur la dette publique en France. J'ai fait une histoire du financement de l'État depuis la Seconde Guerre mondiale et sa progressive financiarisation, la façon dont on a construit une technologie d'emprunt sur les marchés financiers en rompant avec un régime de financement qui était plus administré après la Seconde Guerre mondiale, lié à la planification, à tout un autre univers. Et puis j'ai continué sur l'objet dette et aujourd'hui je suis passé un peu de l'autre côté du miroir en regardant ce qu'il se passe lorsqu'un État fait défaut et ne paye plus l'intégralité de ses engagements contractuels. Alors justement, qu'est-ce qui vous motive en tant que sociologue et en quoi la sociologie est intéressante pour aborder un sujet qu'on pourrait penser a priori économique et financier ? Le premier rapport de la sociologie, c'est d'avoir un rapport incarné aux institutions, aux acteurs, aux pratiques qui font la dette publique. Donc, sur le plan de la dette, pour prendre un exemple très simple, ça va être certes de prendre en compte des statistiques, des ordres de grandeur, mais de voir à quel point la dette publique, c'est pas simplement un discours, puisque on peut avoir une première réponse d'économiste critique qui est de dire, voilà, il y a une rhétorique de la dette catastrophiste, alarmiste, et ça n'est qu'un discours. Le sociologue, il va dire, en fait, il y a un marché, il y a des acteurs qui se saisissent de ce sujet, qui en font un objet de négociation quotidienne, qui font du profit à travers la dette. Ça profite à certaines classes sociales, certaines autres classes sociales subissent ce discours sur la dette, mais subissent aussi le fait qu'il y a une forte charge d'intérêt à payer et que du coup, les priorités politiques négligent par exemple, le fait de mettre l'accent sur l'État social, sur les services publics. Donc, c'est tout de suite d'aller voir du côté des modes de redistribution, des modes de distribution des revenus qui transitent avec la dette. Et donc, la sociologie, elle a cette entrée par les acteurs, par les institutions, par les croyances et les pratiques. Et puis, elle nous place aussi d'emblée dans une forme d'économie politique. Donc, si je dialogue beaucoup avec des économistes tournés vers la politique ou des économistes institutionnalistes qui s'intéressent au poids des institutions dans l'organisation de l'économie. Donc je dirais pas que je suis isolé, j'ai des alliances avec certains et certaines économistes, mais il y a une contribution qui est d'aller voir les jeux d'acteurs et la façon dont la dette fait vivre tout un écosystème. Alors justement, très concrètement, pourquoi l'État s'endette ? Évidemment, on peut avoir la réponse de l'économiste pour financer un déficit ou pour investir, mais concrètement, lorsqu'un acteur politique se dit à la tête d'un gouvernement « on va s'endetter », pourquoi a-t-il recours à cela ? Il faut quand même passer par cette réponse technique, c'est-à-dire, je ne sais pas si elle est juste économiste, mais la dette, c'est un outil de financement du déficit public. Donc, il y a des écarts entre des revenus et des dépenses. Effectivement, n'importe qui, mais c'est pas seulement être économiste, c'est simplement la réalité. La dette publique, c'est un outil de financement de la trésorerie de l'État. C'est-à-dire que les trésors, l'État, donc le trésor, c'est le bras financier de l'État, il a un compte à la Banque centrale qui doit jamais être dans le rouge, qui doit jamais être en négatif. Et donc, lorsqu'il a des prévisions d'écart entre les revenus et les dépenses, eh bien, il se doit d'avoir des outils d'alimentation de cette trésorerie. Et la dette est devenue l'instrument essentiel, exclusif, la dette auprès des marchés financiers, de financement de ces déficits publics. Mais effectivement, on a eu d'autres modalités de financement du déficit public et on a eu d'autres instruments que le recours à la dette à travers l'histoire. Et notamment l'utilisation, on y reviendra sûrement, mais de la réglementation financière, le recours à tout un tas d'institutions satellites autour du Trésor, public et parapublic, ce qu'on appelait le circuit du Trésor. Évidemment, la mobilisation de la Banque centrale, c'est quelque chose qui revient très fortement dans le débat ces derniers temps. Bref, on avait d'autres modalités, des instruments pluriels pour financer le déficit public. Aujourd'hui, il est devenu évident, naturel, que dès lors qu'il y a déficit, ça implique une augmentation de la dette publique pour
faire en sorte que les dépenses de l'État soient assurées et que le compte du Trésor à la Banque centrale ne soit jamais dans le rouge. Alors justement, je vais vous proposer un retour au passé dans vos travaux. Vous utilisez beaucoup l'histoire. Vous montrez notamment que si aujourd'hui la dette elle est émise sur les marchés financiers avec un taux d'intérêt qui se fixe par les marchés, cela ne va pas de soi du tout. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'État fait ce qu'on appelle de la répression financière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux? La répression financière, c'est un terme critique qui s'est d'ailleurs imposé bien plus tard, dans les années 70, pour venir critiquer ce système très fortement administré. Alors, il y a d'autres termes pour le qualifier. Certains évoquent une forme de dirigisme dans le financement de l'État. Ça signifie quoi? Ça signifie en effet qu'il y avait un rapport réglementaire très fort entre la sphère publique et la sphère financière privée. Je l'ai déjà un peu défloré avant votre question, mais donc pour compléter, typiquement un exemple très concret, c'est un mécanisme qu'on appelait le plancher de bons du Trésor. Qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifiait que les banques avaient pour obligation de consacrer une partie de leur portefeuille dans des placements en obligations, en titres d'emprunt du Trésor. Et l'État était maître du taux d'intérêt auquel souscrivaient ces banques, était maître aussi de faire évoluer ce plancher, de le baisser, de donner plus de liberté ou non aux acteurs financiers. Et à travers cela, vous aviez à la fois un outil de facilité pour le financement des écarts de trésorerie, mais aussi un droit de regard de l'État et de la puissance publique d'une façon générale sur le système financier privé. Et en somme, on pouvait décider d'avantager tel ou tel secteur bancaire pour favoriser tel ou tel secteur de l'économie. Tout ça, cela renvoie à l'idée de planification que j'ai déjà évoquée, à l'idée que le crédit, la distribution du crédit à l'économie était quelque chose de très planifié et d'administré. C'est aujourd'hui des outils qui sont fortement revisités. Ils étaient éminemment technocratiques, ce qui pouvait poser problème, mais ils avaient aussi une part d'innovation au sens où il y avait l'idée de mobiliser au sein du ministère des Finances un microcosme représentatif de la société. Il y avait des syndicats, des patrons qui étaient mobilisés dans ce qu'on appelait le Conseil national du crédit, où on décidait des grandes orientations du crédit à l'économie. C'est des outils qui sont repensés aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on fait face à des défis d'investissement massifs, on fait face à d'importants besoins de financement pour financer la transition écologique, pour faire face au mur climatique vers lequel on se dirige. Et donc tous ces outils reprennent un peu une seconde vie aujourd'hui. Évidemment, ils doivent être mis à jour et notamment leur caractère éminemment technocratique doit être discuté et d'être plus articulé avec la démocratie. Mais voilà, typiquement un exemple d'un instrument administré qui à la fois donnait un œil sur le système financier, permettait de faciliter le trésor et surtout, ça c'est une réponse importante à faire, c'était un outil pensé comme anti-inflationniste. Pourquoi? Parce que tout simplement en gelant une partie des avoirs bancaires en dette publique, il y avait l'idée que ce crédit ne sera pas redistribué à l'économie et que précisément l'État avait aussi une surveillance de l'inflation dans l'économie. Donc c'était une sorte de couteau suisse qui à la fois facilitait la vie du Trésor et évitait d'autant le recours au marché financier. Et puis les autres instruments, je l'ai déjà aussi un peu dit, le circuit du Trésor, c'était quoi? C'était tout un tas d'institutions qui collectaient l'épargne dans l'économie nationale, mais qui étaient connectées en réseau au Trésor central et qui avaient pour obligation de déposer leur trésorerie au Trésor central. Et donc, à une époque où ce pôle public bancaire, pour prendre les mots d'aujourd'hui, était très important, eh bien ces dépôts étaient très importants. Et ces dépôts, ils augmentaient à mesure que la masse monétaire augmentait dans l'économie. Bref, on avait un État qui captait les flux d'épargne dans l'économie et qui pouvait décider d'où les rediriger par la suite. On avait un système bouclé, en quelque sorte, au sein duquel le politique, alors certes exécutif et technocratique, avait la main. Alors, on a l'impression que c'est quand même assez avantageux pour l'État. À partir de quand on abandonne cette pratique? À partir de quand on se dit on va se diriger vers le marché pour lever de la dette? À nouveau, là, on voit que l'histoire se répète. Pourquoi? Parce que c'est l'inflation qui va faire craquer ce système. Ou du moins, c'est pas l'inflation en elle-même, mais les interprétations de l'inflation qui vont être données à cette époque. Et on va considérer qu'un des moyens d'agir contre cette inflation, qui était pourtant, avec ce système du circuit du Trésor, tenu autour de 4 et 6%. Donc elle avait rien d'extrêmement inquiétant, c'était pas l'hyperinflation, on en était vraiment très loin. Néanmoins, on va considérer que agir par le biais de l'État en modifiant ses mécanismes de financement, c'est un moyen
à portée très courte, c'est-à-dire que ça ne demande pas d'agir sur la société, ça ne demande pas de grandes lois, et c'est un moyen facile d'agir pour limiter la création monétaire. C'était ça le dogme de l'époque. On considérait que les responsables de l'inflation, c'était la masse monétaire, ça allait de soi, et que du coup, on allait peu à peu couper les facilités de financement du Trésor afin d'aller vers une société sans inflation. Et donc, ce mouvement, il commence à la fin des années 60, il s'amplifie dans les années 70, et surtout, on va considérer que la construction d'une technologie d'emprunt sur les marchés financiers, c'est un moyen de pouvoir lever de l'argent sans faire d'inflation. Et donc, le recours à la dette, le recours à l'emprunt, et ça c'est quelque chose, un renversement assez important, le recours à l'emprunt sur les marchés, il a été pensé précisément comme un outil anti-inflationniste. Et on a un peu la fin de l'histoire, enfin la fin très provisoire de l'histoire, c'est évidemment les années 90, les années 80 et 90, où ce système s'approfondit très fortement. L'État va emprunter auprès de non-résidents, il va exporter sa dette, et puis on va aller jusqu'à l'idée d'indépendance des banques centrales qui va venir acter définitivement que faire de l'inflation c'est mal, et l'État va même, à la fin des années 90, sous l'égide de Dominique Strauss-Kahn, émettre des emprunts qui sont indexés sur l'inflation, avec l'idée que il va tellement de soi qu'on ne fera plus jamais d'inflation. On a tellement confiance en une banque centrale indépendante que l'État peut parier, peut émettre de la dette indexée sur l'inflation avec l'idée que de toute façon on ne fera pas d'inflation, donc autant gagner une prime de risque vis-à-vis des investisseurs. Pourquoi? Parce que les investisseurs veulent se protéger contre l'inflation, les prêteurs veulent se protéger pour l'inflation, et donc se protégeant contre l'inflation, ils payent un peu plus cher, ils consentent à un taux d'intérêt moins important, et ce qui est évidemment avantageux pour l'État. Mais on voit bien que se joue là un ensemble, un ordre sur le gouvernement des politiques économiques d'une façon générale à travers des choix de financement de l'État. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des politiques de gauche comme des politiques de droite. Dominique Strauss-Kahn, ministre de l'économie socialiste, fait le choix des taux variables, alors que on pourrait se dire c'est un discours qui est très libéral. C'est absolument exact, et c'est d'ailleurs c'est quelque chose d'extrêmement important à comprendre. C'est-à-dire que dans les années 80, on va avoir des réformes d'accélération de la financiarisation de la dette, et elles vont être menées effectivement sous l'égide de socialistes comme de gens du RPR à l'époque, l'équivalent des Républicains, qui vont considérer qu'effectivement le marché obligataire, la structuration du marché obligataire, ça n'est pas politique. Et il va falloir s'évertuer à faire comprendre au monde, à faire comprendre aux investisseurs qu'un gouvernement socialiste, ce qui peut faire peur, d'ailleurs, on le voit dans les archives, parfois il fallait aller convaincre que c'est bien une dette socialiste avec parfois des ministres communistes, et pourtant ça va être un produit technique, liquide, compétitif, qui va pouvoir produire beaucoup de liquidités et attirer les investisseurs. Et effectivement, on a quelque chose qui aujourd'hui se rejoue un petit peu avec l'idée que le gouvernement de la dette, le gouvernement des finances publiques, c'est quelque chose de technique, c'est quelque chose qui dépasse le clivage idéologique. Et effectivement, Dominique Strauss-Kahn, c'est très intéressant, au moment où il émet les obligations indexées sur l'inflation, il va quand même être interpellé par des représentants à l'Assemblée nationale communiste notamment, qui lui expliquent comment pouvez-vous protéger des investisseurs en leur garantissant une protection contre l'inflation, et de l'autre côté ne pas fournir cette même protection aux travailleurs, puisque les salaires ne sont quant à eux pas indexés sur l'inflation. Et la réponse de Dominique Strauss-Kahn, elle est fascinante, c'est de dire mais écoutez, ça devrait vous plaire, parce qu'avec ces obligations indexées sur l'inflation, les investisseurs vont payer plus cher la dette, et en quelque sorte l'État va s'enrichir sur le dos des investisseurs. Donc je ne comprends pas que vous, qui êtes de gauche, n'achetez pas ce choix, cette innovation. Et donc on voit bien qu'il y a l'idée finalement que la finance, la financiarisation, c'est à la fois une technologie neutre qui est censée pouvoir servir des politiques de droite comme de gauche, et qui même potentiellement peut permettre à l'État d'économiser de l'argent et de faire des économies sur les finances publiques. Alors pourtant, on a l'impression aussi d'être un peu, plus royaliste que le roi, quand on voit que notamment les États-Unis, encore aujourd'hui, se financent notamment par des modes de fonctionnement qui font penser à ce qu'on faisait avant la financiarisation. Oui, enfin, on a quand même effectivement, il faut rentrer là dans ce que font les banques centrales. Et effectivement, aux États-Unis, on a une banque centrale très puissante, dont la caractéristique de prêteuse en dernier ressort est totalement assurée. Et
en Europe, dans la zone euro, on a mis beaucoup de temps à aller vers ce schéma-là et encore, on est dans des formes d'incertitude très fortes vis-à-vis de cette banque centrale prêteuse en dernier ressort. Ça a été une construction très lente. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait au fil des crises financières et notamment à la suite de la crise de la zone euro, puis du cas problématique Grèce. Mais ça s'est fait après avoir infligé une forme de punition à la Grèce. On a garanti progressivement ces outils-là. Pourquoi? Avec l'idée, et là ça rejoint totalement la configuration aux États-Unis que vous avez mentionnée, avec l'idée que la dette publique, c'est un outil de la finance. C'est un outil indispensable du système financier. C'est à une fonction équivalente à la monnaie dans le système financier. Ça a été théorisé en 2016 par Benoît Cœuré, qui est un ancien haut fonctionnaire français et qui a eu un rôle central au board de la Banque centrale européenne et qui a un texte qui moi me fascine où il explique que, étant donné que les dettes souveraines ont une fonction équivalente à la monnaie dans nos systèmes financiers, il faut faire en sorte que ces dettes souveraines soient sûres. Néanmoins, cette qualité sûre, elle ne peut être inconditionnelle, elle ne peut être garantie ad vitam aeternam, elle se doit d'obéir aussi à une forme de discipline de marché que la Banque centrale européenne va s'évertuer à maintenir. Et donc là, on a toute l'ambiguïté, c'est-à-dire que à la fois les banques centrales sont prêteuses en dernier ressort, en cas d'instabilité majeure, en cas de crise des dettes souveraines majeures, elles se tiennent prêtes à intervenir, mais elles interviendront sous certaines conditions, et notamment avec l'idée qu'il est impensable de neutraliser la discipline de marché. Et ça, c'est des débats qui sont en cours, qui sont extrêmement importants, dont on entend très peu parler, mais typiquement à la veille des élections législatives en France, déjà, il y avait des frémissements sur les taux d'intérêt à la suite de la dissolution décidée par Emmanuel Macron à l'été 2024. Et on avait une réunion des banquiers centraux à Sintra, au Portugal, donc c'est une grande conférence, et les journalistes du Monde ont pu obtenir quelques offres, et c'est fascinant de savoir que parmi les offres, évidemment, la question de la France était centrale, et il y avait l'idée que la Banque centrale européenne interviendra sûrement, mais elle interviendra après que la France ait senti un peu le vent de la punition. Et l'ironie de l'histoire, c'est que le gouverneur de la Banque centrale grecque, lui, dit explicitement qu'il n'est pas question de supprimer la contrainte et la discipline de marché. Elle est essentielle, évidemment, avec dans le viseur le cas de la France. C'est là que c'est paradigmatique, c'est-à-dire que on a toujours une technocratie qui en réalité n'est pas opposée au marché, mais qui considère que son rôle est d'aménager, d'entretenir cette contrainte de marché. Cette contrainte de marché, elle avait totalement disparu, par exemple, pendant la pandémie. Elle avait été mise en suspens en même temps que les critères de convergence maastrichtiens, les 3% de déficit, les 60% de dette, tout ça avait été d'ailleurs explicitement suspendu au nom de l'urgence sanitaire et de la nécessité des plans de relance des États. Donc on voit bien que cette contrainte, elle est revenue avec l'inflation et elle est pensée institutionnellement. Et donc, il y a un enjeu démocratique fondamental de rentrer dans le mandat de la Banque centrale européenne, de rentrer dans le mandat des banques centrales d'une manière générale et d'ouvrir le débat sur la question de au nom de quoi elles jouent leur rôle de prêteuse en dernier ressort. Est-ce qu'elles le jouent qu'en cas d'instabilité financière pour venir soutenir les marchés ou est-ce qu'elles peuvent explicitement le jouer au nom d'une transition écologique, au nom d'investissements massifs dans les urgences du moment et au nom du sauvetage d'un pays qui serait malmené par les marchés. Aujourd'hui, cette clause, elle existe, mais c'est la technocratie bruxelloise qui va décider si les attaques de marché sont irrationnelles ou sont fondées, sont justifiées. En vérité, les croyances et les modes de pensée des technocrates européens sont très largement alignés sur la vision des fondamentaux des organisations et des acteurs des marchés financiers. Et donc, c'est ça qu'il faut absolument modifier si on souhaite pouvoir reprendre la main démocratiquement sur ces questions-là. Alors justement, alors même que le recours au marché est censé discipliner, on va dire, dans la pensée de ces technocrates, les États, notamment dans la mise en œuvre de leur budget, on observe qu'aucun budget français n'a été à l'équilibre depuis 1974. À peu près la période, on va dire, où la vague de financiarisation s'est accentuée. Comment on peut expliquer ce paradoxe ? Si on prend de la longueur, on peut aussi considérer qu'il y a certes eu des déficits acceptés par les marchés, mais les marchés, ils ont aussi
ils décident en fonction de goût politique et de désir politique. Et force est de constater que depuis les années 70, et ça a été analysé, c'est devenu même un lieu commun de l'analyse d'économie politique, c'est qu'on a eu un alignement des gouvernements successifs. D'ailleurs, vous-même, dans votre question, vous me disiez, mais voilà, droite et gauche ont été alignés vers la construction d'un grand marché obligataire. Tout ça, c'est accompagné avec un consensus. Donc, l'économie politique dit le consensus néolibéral et qui a colonisé en quelque sorte l'offre de politique économique de droite comme de gauche. Les années 80, les années socialistes, ça va être la décrédibilisation relativement définitive, en tout cas jusqu'à ce jour, en termes d'offres politiques, d'un grand plan de relance budgétaire. C'est-à-dire que les socialistes arrivent au pouvoir, il y a un plan de relance, il y a des nationalisations bancaires, et revirement à partir de 1982 puis 83, et depuis, on n'a pas eu de gouvernement test qui réactivait de telles options. Donc, si vous voulez, c'est pas parce qu'on a des déficits publics année après année qu'on a de situations test vis-à-vis des marchés. Et en réalité, on a un alignement politique vers des politiques de l'offre, des politiques de soutien par l'argent public à l'entreprise privée, des politiques de démantèlement à petit feu de l'État social, de détricotage du statut de fonctionnaire, de mise en précarité des services publics, de difficultés vis-à-vis de l'hôpital, de la santé. Bref, en fait, ce n'est pas parce que vous avez un déficit, ce qui importe, c'est les grandes orientations de l'offre politique. Et à ce titre, on n'a pas eu encore, la Grèce en était un cas avec le gouvernement de Syriza, on a eu un gouvernement test et on a vu comment ça s'est terminé. En France, on n'a pas eu encore de gouvernement test vis-à-vis des marchés de capitaux. Dans la grande histoire, dans la longue histoire, ces tests se sont plutôt mal passés. Un système financier a changé au sens où la pression généralement a fait plier les gouvernements français. Voilà, il faut penser au cartel des gauches, il faut penser au Front populaire. Les différents exemples, c'est plutôt des gouvernements de gauche qui ont fait face à un mur de l'argent parce qu'ils n'avaient pas pensé la nécessité de rompre avec ce système financier qui pouvait fortement contraindre ces gouvernements. Donc, votre question, c'est qu'on a la réponse la plus simple, c'est pas parce qu'on a des déficits qu'on n'a pas de situation test vis-à-vis de la discipline ou non des marchés. Et aujourd'hui, on aurait, ça c'est la grande avancée quand même, c'est qu'on aurait en plus une institution européenne capable d'anesthésier cette contrainte de marché. Mais à quelles conditions? Ça c'est la question qui est ouverte. Et on a l'impression, quand on vous écoute, que la dette, le recours à la dette va de soi. Je renvoie à ce qu'on disait en début d'entretien. Est-ce que d'autres voies de financement sont possibles et d'autres voies sont même envisagées par les acteurs, où on reste quand même dans ce tunnel où, in fine, on revient quand même sur la dette? Non, il y a d'autres voies qui sont envisagées par les acteurs. J'ai déjà aussi un tout petit peu dit, mais on pourrait très bien imaginer de changer le mandat de la Banque Centrale Européenne, d'inscrire le fait qu'elle doit sécuriser les dettes publiques, y compris au nom d'objectifs qui ne se réduisent pas à la stabilité du système financier et qui servent d'autres objectifs. Il y a plein d'autres solutions qui ont été avancées, notamment pendant la pandémie, qui a été une situation d'innovation conceptuelle majeure, notamment l'idée d'hélicoptère-monnaie. Ça a même été produit dans des notes qui sont remontées non loin des sphères décideuses. Bref, il y a tout un tas de mécanismes. Et puis, un des biais qui est vraiment important, c'est celui de passer par la réglementation financière. Comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, au nom de politiques prudentielles, on pourrait très bien réinvestir. Alors, vous l'avez appelé répression financière en reprenant un terme. Non, mais en tout cas, parce que c'est ce qu'on voit dans les cours d'économie classiques. Mais on pourrait réinvestir des formes de réglementation financière qui elles-mêmes viendraient à la fois financer l'État et financer des priorités de l'urgence économique, y compris d'urgence économique et sanitaire et sur le plan des services publics. Donc, il y a des biais à réinvestir politiquement très forts, mais ça vient heurter, pour le coup, un consensus politique. Et puis, par ailleurs, les autres voies de financement, là, je suis quand même ravi que ce soit revenu dans le débat public, mais on oublie toujours que, je l'ai déjà dit, un déficit, c'est des dépenses et des impôts. Et donc, il y a un outil qui est vraiment basique, qui n'a rien d'original, qui s'appelle l'impôt et qui a été fortement délégitimé ces dernières années, notamment l'impôt vis-à-vis des plus fortunés, l'impôt sur les sociétés, la défiscalisation sans contrepartie qui s'est imposée massivement. Ça, c'est un outil et c'est démocratique, ça se passe à l'Assemblée nationale, c'est très connu, très bien identifié et ça permet en partie d'échapper à la dette publique. Pourquoi? Parce que l'augmentation de la dette publique, c'est
Et là, ça fait très économiste ou technique, mais oui, c'est aussi le fait que vous avez des déficits publics chaque année. Donc, typiquement, on peut agir sur le plan des déficits publics, et ça a été via la fiscalité. Et on voit bien que c'était l'option du nouveau Front populaire, et que le gouvernement Barnier et puis Bayrou, on s'interroge. Est-ce qu'on va réactiver vraiment fortement ce levier fiscal qui est aussi un levier de justice sociale? Parce que la dette, là où elle est un mécanisme d'injustice sociale, c'est le fait qu'elle distribue des revenus. C'est-à-dire qu'à la fois, vous baissez la fiscalité des classes possédantes, domestiques, et vous empruntez à ces classes possédantes. Donc il y a un double revenu. À la fois, on leur baisse leurs impôts et on va en plus leur emprunter de l'argent en leur servant un taux d'intérêt plus ou moins rémunérateur selon l'inflation du moment. Mais vous vous mettez quand même dans une logique de distribution à l'envers via cette dette publique. Donc la dette publique peut être un outil anti-redistributif selon les choix de politique économique qui sont faits. Oui, donc j'allais justement vous poser la question en fait de à qui profite la dette. Mais c'est les classes populaires, les plus pauvres qui finissent par payer en réalité. Alors là, voilà, pour complexifier ma réponse, effectivement, ça demande de faire un diagnostic, en somme, sur le budget de l'État. C'est-à-dire, en gros, quelles grandes masses sont redistribuées à travers le budget de l'État. On a toujours des formes résilientes d'État social, mais on voit qu'elles sont sans cesse considérées comme la variable d'ajustement de la crédibilité financière vis-à-vis des marchés financiers. Aujourd'hui, le consensus, c'est voilà, il faut faire des économies sur la dépense publique, alors qu'on voit qu'on est on est à l'os sur la plupart des services publics. Donc, dans la mesure où vous avez ces orientations-là qui sont faites, accumuler de la dette publique, effectivement, ça vient servir des classes possédantes et ça vient déposséder ceux qui n'ont que les services publics comme patrimoine. Donc tout dépend du cadre de politique économique. Mais la dette, elle pourrait très bien, dans un autre cadre, servir des objectifs de justice sociale. Si vous avez des grands plans d'investissement, des grands choix sur l'éducation, des grands choix sur la recherche, des grands choix même sur la réindustrialisation, etc., vous pouvez imaginer un cadre macroéconomique qui permettrait de déplacer le curseur et que la dette ne soit plus l'outil de distribution à l'envers, mais un outil de justice sociale. Alors, votre deuxième ouvrage s'intitule « La démocratie disciplinée par la dette ». Est-ce que cela veut dire que très concrètement, notre enfermement dans cette logique de marché nous empêche finalement de pouvoir recourir à certaines politiques? Par exemple, des politiques qui veulent plus de redistribution. Je pense notamment à quand la dette se vend sur le marché, vous expliquez dans vos ouvrages qu'en fait, on vend aussi des politiques. Absolument. Oui, non, ça aussi, je pense que c'est une des contributions du sociologue, dont je la ramène bien loin après votre première question, mais au sens effectivement où il y a l'idée, lorsqu'on s'intéresse aux pratiques et au marchandage autour de la dette, c'est intéressant d'aller voir que on vend pas juste une camelote, on vend aussi effectivement des futurs possibles. Et donc la méthode que j'avais, c'est d'aller dans les archives. Aujourd'hui d'ailleurs, de nouvelles archives s'ouvrent pour d'autres sociologues, mais moi j'étais dans les années 80 et on voyait qu'effectivement, lorsque vous présentiez devant des investisseurs, vous vendiez pas seulement une OAT, une obligation assimilable du Trésor, donc ce produit standard, marketé, qui est d'ailleurs inspiré du modèle des États-Unis, avec certaines maturités, connues, liquides par les acteurs, mais vous vendiez aussi le fait que vous aviez la compétitivité salariale, parfois le taux de chômage important, pouvait être vendu comme une qualité aux investisseurs. Pourquoi? Parce que ça maintient en compétition les travailleurs, ça fait pression pour des bas salaires. Le taux d'inflation, par exemple, c'est quelque chose qui est totalement dépolitisé, considéré comme allant de soi, qu'il ne faut pas jamais faire de l'inflation et que c'est un tabou absolu. Donc tout un choix, et puis voilà, le fait de dire on va diminuer la dépense publique, on ne va pas augmenter la fiscalité, c'est des choses qui sont intégrées dans le package effectivement de vente de l'OAT. Et donc ça, c'est fascinant parce qu'effectivement, on voit dans des produits techniques la façon dont sont insérés des choix démocratiques très profonds. Et donc, c'est là la notion de verrouillage qui est importante pour moi, puisque on va néanmoins considérer, et c'est d'ailleurs à la même époque un gouvernement socialiste qui le considère, que quel que soit le résultat des élections, ce marché obligataire ne souffrira pas. En gros, la démocratie ne se mêlera pas des choix et des techniques de financement de l'État. C'est quelque chose de technique.
économique si on veut, mais en tout cas technicisé et duquel la démocratie ne doit pas se mêler. Donc en cela, oui, il y a une forme d'enfermement et effectivement les situations test, on les a pas encore eues, mais moi je pense qu'à raison, un certain nombre de partis politiques qui veulent proposer une alternative, ils travaillent dans le même temps à pouvoir consolider, construire des formes d'alternatives et de modération vis-à-vis de cette discipline de marché. Et donc, l'idée de la démocratie disciplinée par la dette, c'est effectivement cet ordre de la dette, cette pression, cette dramaturgie de la dette qui revient à échéance régulière, est une forme, oui, d'enfermement citoyen. Et puis surtout, on va discuter de la dette de manière cryptée. C'est-à-dire qu'on ne regarde surtout pas le fait que la dette, c'est un placement, un support de la richesse, que c'est un outil de distribution à l'envers, mais on va regarder simplement cette dramaturgie, le fait que on va déployer des analogies sur les générations futures. Alors ça, c'est vraiment une des pires métaphores possibles, puisque en réalité, la dette, elle distribue au sein de la génération présente. Elle distribue des revenus entre classes sociales, entre une classe taxée et une classe possédante placeuse, une classe possédante qui épargne et qui place son épargne en titre du trésor. Donc on a une redistribution dans le temps présent en réalité. Et au nom de cette redistribution dans le temps présent, on va démanteler des services publics qui là effectivement vont aussi fortement peser sur les générations futures en diminuant le patrimoine public, en attaquant le statut de fonctionnaire, en attaquant l'hôpital public. Donc oui, il y a un enjeu démocratique très fort à à débattre, à mettre en discussion ces choix qui passent de manière invisible. J'avais le terme de shadow démocratie, c'est-à-dire qu'il y a une démocratie qui se passe à l'ombre des chambres des représentants, à l'ombre du débat politique et médiatique, où s'opèrent des choix majeurs sur nos futurs. J'aimerais maintenant vous proposer de discuter de votre dernier ouvrage qui fait votre actualité, Les chasseurs d'État. C'est un ouvrage que je trouve remarquable parce qu'il aborde un sujet en fait qui est très peu évoqué et qui n'existe pas en fait aux yeux de l'actualité mainstream. Vous parlez des situations de défaut des États. Simplement avant de progresser dans notre échange, est-ce que vous pouvez remettre en contexte ce qu'est qu'un défaut? On parle souvent de faillite, mais un État ne dépose pas de bilan. Donc, qu'est-ce qu'un défaut? Alors, un défaut souverain, c'est le fait qu'un État n'honore pas l'intégralité de ses engagements. Donc, on peut avoir des défauts partiels, des défauts sélectifs, et on peut faire défaut sur une petite partie de cette aide publique. Mais à partir du moment où vous n'honorez pas l'intégralité de vos engagements, vous êtes considéré dans cette catégorie de défaut. Le deuxième point très important, c'est que lorsqu'on parle d'annulation de dette, par exemple, on a en tête la décision d'un souverain qui unilatéralement déchire ses contrats, se débarrasse de ses créanciers. La réalité, la grande majorité des cas, c'est qu'à partir du moment où vous entrez dans ces situations de défaut, les pays notamment qui entrent dans ces situations de défaut, elles vont faire face en réalité à une véritable bataille entre créanciers, mais aussi à une véritable bataille entre ces créanciers et l'État débiteur lui-même. Pourquoi? Parce que on va refuser les offres de réaménagement de créances que propose l'État. On a une situation marchande assez classique en fait. L'État, il fait pas juste déchirer ses contrats, il va chercher à proposer de nouvelles offres aux détenteurs de titres. En gros, ils avaient 100, il leur propose de n'avoir que 50, ils avaient un taux d'intérêt à 6, il sera qu'à 3, ils devaient être remboursés dans 20 ans, ils seront remboursés sur 30 ans. Bref, on rééchelonne la dette, des choses assez standards qu'on a pour les particuliers notamment. Et donc les États, ils sont dans ces situations de restructuration de la dette et qui sont des opérations de marché. Donc ça, c'est le deuxième point important. Et puis le troisième point, c'est que dans ces situations de restructuration, vous avez des gens qui n'ont pas du tout envie d'aller vers le compromis, qui n'ont pas du tout envie d'aller vers la renégociation, qui ont acheté votre titre décoté, c'est-à-dire au moment où d'autres cherchaient à s'en débarrasser, qu'il ne valait plus grand-chose, et qui l'ont acheté avec des intentions procédurières, de très mauvaises intentions, enfin mauvaises, en tout cas juteuses financièrement, intéressées financièrement, et vont déployer tout un arsenal juridique pour faire valoir leurs droits et envisager d'être remboursés à la valeur initiale, alors que tous les autres acteurs, eux, ont consenti à des compromis. Et donc,
vont jouer une stratégie de freerider, de passagers clandestins en quelque sorte, et puis une stratégie très individualiste et très agressive juridiquement pour faire valoir leurs droits à la valeur initiale. Alors justement, ces fameux, on parle dans la presse de fonds vautours, c'est un terme péjoratif, mais en tout cas, c'est Oui, pour... mais il est parfois utilisé même par les gouvernements et parfois y compris au sein des spécialistes de la finance pour se différencier d'autres créanciers, vont évoquer le terme vautour. Donc, mais ça dépend, mais effectivement, oui, c'est un terme très connoté. Simplement, c'est qui sont-ils, où sont-ils et que font-ils? De manière très technique, un État fait défaut, comment ils viennent s'insérer dans cet environnement? Donc depuis la fin des années 80, depuis notamment le plan Brady, du nom du secrétaire du Trésor aux États-Unis, qui a converti les prêts aux États émergents, qui étaient des prêts bancaires, en obligations, eh bien s'est installé un marché secondaire pour la dette des pays émergents. C'est quoi un marché secondaire? On a aussi un marché secondaire pour la dette de la zone euro, pour la dette des États-Unis. Bref, c'est un marché où ces titres s'échangent entre acteurs. Ils ont été émis une première fois, vous avez trouvé preneur, et puis généralement c'est des banques qui se présentent devant vous dans ce marché primaire, et puis ces banques, eh bien, elles revendent ce titre à d'autres acteurs, à d'autres investisseurs. Bref, on est dans une situation de détention de dette très dispersée. Là où lorsque vous aviez un prêt bancaire, eh bien, lorsque ça n'allait plus, eh bien, vous réunissiez les banques qui vous avaient prêté, et puis on essayait tous de se mettre autour d'une table avec une forme de destin commun, l'idée qu'il valait mieux perdre un petit peu plutôt que tout perdre, sachant que les États, généralement, lorsqu'ils sont en situation de défaut, c'est qu'ils sont en situation de crise économique profonde, qu'ils ont des urgences parfois environnementales, parfois sociales majeures, que le président a dû s'envoler en hélicoptère. Bref, on est dans des crises politiques aussi, où il est très peu probable que la dette puisse être repayée dans son intégralité. Et donc, les acteurs s'entendaient sur des formes de concessions réciproques. À partir du moment où vous avez un marché secondaire, vous avez de fortes difficultés à réunir l'intégralité de ces créanciers. Et la seule possibilité de le faire, eh bien, c'est de proposer de nouveaux titres, de mettre en vente de nouveaux titres et de faire en sorte que ces nouveaux titres soient acceptés, soient consentis, soient souscrits par une majorité d'anciens créanciers qui détenaient la dette. Et les fonds vautours, qu'est-ce qu'ils font? Simplement, ils ont racheté cette dette sur les marchés secondaires, sur les marchés de l'occasion. Et ils l'ont racheté juste avant la crise, au moment de la crise, lorsque la dette était bradée. Et donc, ils l'achètent peu cher. Ils ont de forts moyens budgétaires et financiers pour mener une bataille de longue haleine. Et ils vont décider, non, on l'a acheté 50, mais on se fera rembourser 100. Et pour cela, on va mobiliser les tribunaux, et notamment les tribunaux new-yorkais. Donc, puisque pour répondre à votre question, ce que j'étudie, c'est principalement localisé aux États-Unis. Ces fonds, ils sont pour la plupart d'origine états-unienne, avec parfois des localisations dans les paradis fiscaux. Ils se montent parfois de manière ad hoc sur une opération précise, sur un défaut souverain, pour ensuite se reformer ailleurs sur une autre opération. Et l'origine de ces fonds, le côté sociologique, ils viennent de la banque. Donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils vont déborder les banques sur la droite en étant plus agressifs financièrement et juridiquement, mais néanmoins, les innovateurs, notamment l'exemple que je donne de Jay Newman, qui est un peu considéré comme l'architecte du fonds vautour, il a fait sa carrière à Lehman Brothers, dans un département de la finance émergente, où il était spécialisé dans le prêt aux pays en voie de développement. Et il a une formation d'avocat, et il va donc être représentatif de cette hybridité entre droit et finance, et il va considérer que les banques qui se réunissaient autour de la table, qui faisaient des concessions, faisaient des mauvaises affaires, et que lui, en regardant exactement les droits offerts aux créanciers dans les contrats, il pourra faire de bien meilleures affaires. Et donc c'est la naissance de cette stratégie du passager clandestin, et de cette stratégie explicite d'acheter la dette avec intention de poursuivre en justice, avec intention de mettre la pression sur les débiteurs, pour qu'ils payent dans les meilleurs termes possibles ce créancier. Alors c'est des tentatives. Est-ce que ça fonctionne, ces stratégies des fonds vautours? Est-ce qu'ils arrivent à
à mettre le couteau sous la gorge en fait, des États. Ils y arrivent à bas bruit ou avec un très fort bruit. L'exemple que je développe dans le livre, c'est un cas à très grand bruit, c'est la saga argentine qui va durer très longtemps et donc a été considérée parfois comme trop coûteuse, épuisante. Néanmoins, au terme de plus de 10 années de litige, le fonds vautour va avoir gain de cause. Alors l'énigme, c'est qu'il n'a pas un gain de cause uniquement grâce à une décision du juge, puisque il va pas collecter son argent en saisissant les biens correspondant à l'indemnité que lui devait l'Argentine, mais il va obtenir gain de cause au terme de quoi? Eh bien au terme d'un changement de gouvernement, au terme d'un changement d'orientation politique. En 2016, un nouveau président est élu qui souhaite rompre avec les politiques péronistes du gouvernement Nestor Kirchner et puis Cristina Kirchner par la suite, et décide quoi? Eh bien de se reconnecter à la finance globale et de se débarrasser d'une mauvaise image de débiteurs insupportables, on dit rogue debtor, en tout cas voilà, de mauvais payeurs et de parias de la finance internationale, et de reconstruire une image de légitimité d'emprunteurs, y compris de façon très coûteuse. C'est-à-dire que le gouvernement de Macri, en voulant se rebrancher très rapidement à la finance globale, il va payer rubis sur l'ongle l'intégralité de ses fonds qui réalisent un rendement de 400%. Enfin, on est dans des proportions assez incroyables. Donc ça, c'est la résolution des cas à grand bruit. Elle se fait, y compris au terme d'une grande bataille qui est passée par des humiliations, notamment la saisie d'une frégate dans les eaux territoriales du Ghana, par l'impossibilité de faire un lancement de satellite. Enfin bon, bref, on va chercher à humilier l'État, à agir sur des nœuds stratégiques vis-à-vis de ces États pour insister sur le fait, regardez, ne faites pas de business avec cet État parce que c'est un mauvais payeur et par ailleurs, on l'embarrasse sur le plan financier. Et puis, à bas bruit, c'est résolu aussi parce que parfois, des États qui sont pas dans la capacité de résistance de l'Argentine, qui n'ont pas les mêmes moyens de faire durer le litige, voient arriver ce fonds parmi les créanciers et vont tout de suite céder à des conditions plus favorables vis-à-vis de ce fonds et ne pas chercher à entrer dans le litige. Et donc, dès l'amont, en quelque sorte, ce fonds peut l'emporter. En faisant peur, en quelque sorte. Oui. Avec un track record, avec un historique de mise sous pression d'autres États, une réputation d'acteurs agressifs, durs et qui ne lâchent rien. Ces fonds vont donc devant les tribunaux, mais quelle est la position des juridictions? À qui sont-elles le plus favorables? Est-ce qu'elles vont venir au secours des États? Est-ce qu'elles vont prendre la partie des fonds? Précisément, la construction de la Cour de justice de New York, donc je m'intéresse au district sud de New York. En gros, c'est la zone géographique de Wall Street. C'est là où vont être principalement traités les litiges entre banques et États, mais aussi entre banques en général. C'est-à-dire c'est la juridiction du système financier de référence. Elle a pour caractéristique d'être plutôt très sensible aux intérêts de la finance. Et donc, ça, c'est quelque chose dont je reconstitue un peu l'histoire. Il y a eu délibérément l'idée qu'on allait construire progressivement New York en un centre de réclamation financière mondiale, le centre de référence du droit et des créanciers du monde. Et ça, en compétition avec d'autres, puisqu'il y a un marché des juridictions, en quelque sorte, pour la finance, en concurrence notamment avec la place londonienne, avec la juridiction britannique. Et donc, ce droit, la jurisprudence, l'interprétation cas après cas, a été construit effectivement de façon délibérément favorable au système financier depuis les années 80. Et puis, il y a une racine plus profonde de ce pouvoir de la juridiction, dont je fais l'histoire dans le livre, c'est simplement l'évolution de la doctrine sur l'immunité souveraine, c'est-à-dire la capacité d'un acteur, d'une contrepartie avec un État, à traduire cet État en justice et donc à obtenir un procès face à cet État. Puisque longtemps, cette immunité souveraine, elle n'était pas décidée dans les tribunaux, mais c'était une décision du département d'État, c'est-à-dire l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, qui statuait ou non, selon le contexte géopolitique, sur le fait que tel ou tel État sera ou non justiciable devant les tribunaux. Et comment ça se fait justement que les États acceptent de se présenter face à un tribunal new-yorkais? En fait, c'est une réponse très simple, banale. C'est tout simplement les États eux-mêmes qui, au moment d'emprunter, ont inscrit dans leur contrat la référence à la juridiction new-yorkaise. C'est-à-dire avec l'idée que, en inscrivant ces protections-là, en offrant
en garantissant ce forum, cette juridiction plus favorable aux créanciers, et à défaut de quoi? À défaut de faire référence à son propre droit, à son droit domestique, eh bien on opterait des termes financiers plus intéressants à très court terme. Donc c'est au nom de la financiarisation, au nom de la liquidité financière, que les États émergents qui, par ailleurs, vu le contexte, vu l'organisation du système financier international, n'ont pas le choix, vont offrir ces conditions très juteuses à ces créanciers. Et donc ce contrat qui peut se retourner contre eux lorsque les choses vont mal, lorsque les situations de crise s'annoncent. Est-ce que c'est un phénomène qui touche essentiellement les pays du Sud ou est-ce que l'Occident pourrait être ciblé aussi? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Je pense à la Grèce, par exemple, qui est dans l'Europe. Lors de son défaut, est-ce qu'elle a eu des problèmes? Il y avait une partie de ces titres qui étaient effectivement gouvernés par un droit étranger. Et d'ailleurs, on a mobilisé à l'époque des avocats célèbres qui officient du côté des États, parce qu'effectivement, il y a de fait des avocats côté créancier, mais aussi côté État, et qui ont réfléchi à une modalité pour reconvertir in extremis cette dette qui était gouvernée par un droit étranger. Mais donc le souci est apparu. De fait, vous avez raison, c'est-à-dire que ça considère essentiellement, sur le plan de la dette souveraine, les pays du Sud global qui, à la fois empruntent dans une monnaie étrangère et complètent ce que les économistes appellent ce péché originel par une référence à un droit étranger qui n'est pas leur droit domestique. Par contre, toute la jurisprudence, toute l'infrastructure juridique qui a été construite, qui défait peu à peu l'immunité souveraine, qui étend le pouvoir de saisie des créanciers, le pouvoir extraterritorial de saisie des créanciers, tout cela pourrait concerner les États dans un autre domaine que celui de la dette, dans le domaine de l'arbitrage entre États et investisseurs. Le domaine de l'arbitrage, c'est quoi? C'est le fait que vous avez des juridictions non étatiques qui sont d'ailleurs inscrites dans des traités consentis par les États, c'est la référence, la possibilité de recours à ces juridictions non étatiques, et qui vont être des outils déployés par un investisseur à partir du moment où il considère qu'une politique publique le lèse, revient sur la promesse initiale, empêche son investissement d'opérer et lui nuit financièrement. Typiquement, la sortie du nucléaire par l'Allemagne s'est traduite par un recours à l'arbitrage et l'Allemagne a payé l'indemnité à l'entreprise privée en face. Donc, sur le plan de l'arbitrage, et donc cette possibilité de poursuite judiciaire des États et de déploiement de la force du créancier, elle pourrait potentiellement concerner aussi les pays du Nord. Est-ce qu'on a quand même des espoirs de régulation plus précisément sur ces fonds qui se servent de la loi new-yorkaise? Est-ce qu'il y a des pistes quand même, des volontés de créer, vous parliez de ces tribunaux supranationaux, mais est-ce qu'une généralisation est envisageable? Une des pistes intéressantes que j'évoque dans la conclusion du livre, c'est le fait qu'à New York même, dans le centre même des affaires du monde, certains parlementaires, certains représentants de l'Assemblée législative de l'État de New York se sont saisis d'une action sur le droit new-yorkais pour changer le monde, en quelque sorte. C'était des élus qui étaient traumatisés par la situation du Porto Rico, qui, à la suite d'un ouragan, avaient dû, malgré la crise budgétaire, la crise sociale profonde dans laquelle il était plongé, avaient dû finalement payer rubis sur l'ongle les fonds vautours au terme d'une procédure à New York. Et donc, ces élus considéraient que cela ne devait plus se reproduire et qu'il faudrait changer le droit new-yorkais pour faciliter la vie des États débiteurs, notamment en cas de restructuration. Alors, pas leur rendre la chose totalement aisée, mais en tout cas diminuer, amoindrir le pouvoir de poursuite des créanciers et notamment revenir sur l'idée qu'il faudrait interdire l'achat de dettes avec intention de poursuivre en justice. Donc ça, c'est une des pistes intéressantes, y compris dans le centre même de New York. Alors ça s'est traduit par une levée de bouclier de l'industrie financière et juridique à New York. Les choses sont encore en cours de négociation. Et ce qui est très intéressant, c'est que la menace, la réponse qui a été faite, c'est de dire « Ok, vous voulez vous attaquer à New York, eh bien, on se déplacera dans d'autres juridictions, dans le Delaware, en Floride. Bref, on trouvera d'autres modalités pour faire valoir ce droit créancier. » Enfin, il faut mentionner quand même les autres grandes entreprises de régulation des faillites
qui sont l'idée d'avoir une sorte de mandataire judiciaire international qui pourrait organiser les faillites, empêcher les stratégies de passagers clandestins, les stratégies individuelles. Et ces tentatives-là, elles ont d'ailleurs été promues par les pays du Sud global à plusieurs reprises. Et puis, ça a été porté par le FMI au début des années 2000, mais assez vite désavoué par le Trésor et le Trésor états-unien. Donc oui, il y a des possibilités de régulation, mais on n'y est pas encore tout à fait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On arrive déjà à la fin de cet entretien. On conseille vraiment à nos auditeurs de lire vos livres parce qu'ils posent des très bonnes questions et finalement qu'on soit pour ou pas le recours au marché, simplement comprendre que c'est pas naturel, que c'est un choix politique. C'est absolument passionnant. On met tous vos livres dans la description. Merci beaucoup. Merci à vous.